Lorsque mes yeux se furent habitués aux espaces d'obscurité et de clair-obscur, je découvris un groupe compact d'ombres, formes mystérieuses qui paraissaient animer à tour de rôle la pénombre des tréteaux. Cela faisait partie du spectacle. Ils se disséminaient le long des murs d'où ils devaient ensuite monter sur scène. On préparait le deuxième tableau, et c'est avec ce deuxième tableau que commençait le véritable spectacle. Celui qui révèle l'être là de l'homme contemporain. Disons que ce film, c'est d'abord l'histoire d'un peintre et de ses modèles. Je crois que c'est d'abord cet aspect de mon travail d'artiste que je voulais dévoiler, car c'est un aspect fondamental de mon œuvre. Dès l'enfant, dès le début, c'est le visage, puis le corps des autres qui m'ont inspiré, m'ont fasciné, et qui m'ont finalement conduit à dessiner et à peindre. Au collège déjà, je dessinais mes meilleurs amis, leurs visages, leurs yeux, puis leurs silhouettes. Je crois que cette altérité, que ce quelque chose en elle qui vivait, me fascinait. Je dirais même que dès ma naissance, cela m'a fasciné. Je repense souvent à une photo de moi, bébé, en train de regarder le visage de ma mère. Et quand je regarde cette photo, je me vois happée, oui, littéralement fascinée par son visage. J'ai un autre souvenir un peu semblable, celui d'une fille, une nouvelle arrivante, je crois. Et je me souviens avoir ressenti cette chose, une fascination, une mise hors de moi, face à son visage et à sa beauté. Alors c'est pourquoi je veux montrer dans ce film comment tout commence. Et tout commence par une rencontre, par la présence d'un autre qui devient ensuite modèle. Je commence toujours par faire connaissance avec ceux qui vont poser pour moi. J'ai besoin de les percevoir, les voir, les regarder, les observer et les écouter. Puis je les fais poser. C'est alors que, lorsqu'ils se dévoilent, se mettent à nu devant moi, la composition se dessine petit à petit dans mon imagination. Cela commence par l'esquisse d'une composition, à partir de la première mise à nu, puis d'une séance de pause, la composition, le dessin adviennent. Ensuite, il y a les enduits acryliques, puis la peinture et le tableau. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme déjà riche, plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu. Et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, bien dont d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons, où l'autre s'est affaissé.
l'unique joie au monde est de commencer. Il est beau de vivre, car vivre, c'est commencer toujours, à chaque instant. Il n'est chose plus amère que l'aube d'un jour, où rien n'arrivera. Il n'est chose plus amère que l'inutilité. Las dans le ciel, pend une étoile verdâtre que l'aube a surprise. Elle voit la mer sombre et la tache du feu, et près d'elle, pour faire quelque chose, l'homme qui se réchauffe. Elle voit, puis tombe de sommeil entre les monts obscurs, où est un lit de neige. L'heure qui passe, lente, et sans pitié pour ceux qui n'attendent plus rien. Est-ce la peine que le soleil surgisse de la mer et que commence la longue journée? Demain reviendront l'aube tiède, la lumière diaphane, et ce sera comme hier. Jamais rien n'arrivera. L'homme seul ne voudrait que dormir. Quand la dernière étoile s'est éteinte dans le ciel, lentement, l'homme bourre sa pipe et l'allume. Dans ces tableaux, les cornus interrogent, cherchent, attendent, doutent. Il n'y a aucune affirmation, aucun choix, aucune valeur claire et incarnée. Il y a un mariage de contre-présence, un mélange de styles picturaux et de différents plans et espaces. Cette série de tableaux comporte un tableau d'ouverture, ainsi parlent les Sibylles, et un épilogue. Pouvons-nous être sans pourquoi? Entre les deux, il y a des actes et des scènes. En réalité, l'œuvre, dans sa complétude, est ce film, constitué de tableaux, d'acteurs, de masques et de voix. Être là, c'est l'évocation de notre présence au monde et de notre attente. Notre quête d'une parole face à l'absurde de toute vie et de tout désir. Aujourd'hui, il me semble que cette présence humaine, au-delà d'une ouverture au monde, est devenue une attente. Une présence en forme d'attente. Quelle attente? Celle d'une parole, d'un horizon. Horizon d'espérance, de révélation. Cette attente est aussi une passivité, une incapacité ou un refus à choisir et à agir. Une incapacité peut-être même à vouloir être au-delà d'une simple présence,
en attente. Bien sûr, être là pourrait n'être que cette présence pure, mais l'homme peut-il n'être que cette présence sans risquer de glisser vers une passivité mortifère? Je ne pourrais répondre, mais c'est l'un des enjeux de ces tableaux. Or, comme je l'ai dit, l'aspect principal de l'ennui était l'impossibilité pratique de rester en face de moi-même, seule personne au monde d'autre part, de laquelle je ne pouvais me défaire d'aucune façon. La vie, au fond, n'était que ce continuel changement de position comme en un lit inconfortable dans lequel on ne peut dormir longtemps, couché sur le même côté. Sibylle, prêtresse d'Apollon et prophétesse, celle qui dévoile le monde, lève le voile, révèle, un peu comme au travers de ces paroles de Merleau-Ponty. Le peintre vit dans la fascination. Ce qu'on appelle inspiration devrait être pris à la lettre. Il y a vraiment inspiration et expiration de l'être, respiration dans l'être. Action et passion si peu discernables qu'on ne sait plus qui voit et qui est vu, qui peint et qui est peint. Si le peintre vit dans la fascination, c'est que son regard est celui de qui voit autant que de qui est vu. Attente sans fin. Attendons-nous encore un pourquoi comme garant de la réalité à donner à notre présence. Et le pourquoi ne vient pas, ou même ne vient plus. Alors pourquoi être au monde, si le monde n'engendre plus de pourquoi? Qu'est-ce donc que nos actes, sinon une terreur nerveuse de n'être rien? À commencer par les divertissements qui n'en sont pas, qui ne sont que du vacarme, un caquetage encourageant pour tuer le temps, parce qu'une obscure certitude nous dit qu'il finira par nous tuer, pour aboutir aux inventions en chérissant l'une sur l'autre, aux absurdes montagnes d'argent qui tuent l'esprit, qu'on soit écrasé ou porté par elles, aux modes anxieusement changeantes de l'esprit, aux vêtements sans cesse modifiés, au meurtre, à l'assassinat, à la guerre. En quoi se décharge une profonde méfiance à l'égard de ce qui dure et du créé? Qu'est-ce que tout cela, sinon l'agitation d'un homme empêtré jusqu'aux genoux dans une tombe dont il essaye de se dégager, mais à laquelle il n'échappera jamais? D'un être qui ne se dérobe jamais au néant, qui, se précipitant avec angoisse dans toutes sortes de figures, n'en demeure pas moins, en quelques points secrets de lui-même, à peine deviné. Caducité et néant. L'animal qui parle, l'animal métaphysique, l'animal symbolique. Le pourquoi, car l'existence seule ne peut suffire à sortir l'homme de son attente passive. Dans ces tableaux, les personnages ne savent plus quelle posture incarner. Ils sont dans une attente, un flottement au cœur d'un monde vidé et aride. Peut-être le monde aride du comment. Le déploiement, l'épaisseur symbolique,
le langage du transcendantal manque. Peut-être attendent-ils que le logos revienne, une parole qui les conduirait en dehors d'une simple présence faite d'attente. L'homme peut-il, comme la rose, être sans pourquoi? Peut-il n'être que simple présence au monde sans angoisse du néant? Sans parole, corps sans logos? Or, comme je l'ai dit, l'aspect principal de l'ennui était l'impossibilité pratique de rester en face de moi-même, seule personne au monde d'autre part, de laquelle je ne pouvais me défaire d'aucune façon. La vie, au fond, n'était que ce continuel changement de position comme en un lit inconfortable dans lequel on ne peut dormir longtemps, couché sur le même côté. Quand j'étais enfant surtout, l'ennui assumait des formes tout à fait obscures, pour moi et pour les autres. Formes que j'étais incapable d'expliquer. En ces années-là, il m'arrivait de cesser brusquement de jouer et de rester des heures entières immobile, comme engourdi, accablé en réalité par le malaise que m'inspirait ce que j'ai appelé la flétrissure des objets, c'est-à-dire par l'obscure conscience qu'entre moi et les choses, il n'existait aucun rapport. Si, en de tels moments, ma mère entrait dans la chambre et, me voyant muet et pâle de souffrance, me demandait ce que j'avais, je répondais invariablement « Je m'ennuie ». L'époque est anti-philosophique et lâche. On n'a pas le courage de décider ce qui est valeur et ce qui n'en est pas. La démocratie, réduite à sa plus simple expression, revient à faire ce qui se produit. Le peintre, parce qu'il se voue dans son acte créateur à la fascination, est la mémoire de l'événement originaire de notre corporéité, de notre nature propre, l'empiètement du voyant et du visible. Le peintre n'est peintre que parce que là où si souvent nous nous oublions nous-mêmes, quant à lui, il reconnaît toujours, dans ce qu'il voit, l'autre côté de sa puissance voyante. Celui dont le pinceau prolonge le geste et lui donne corps à même la toile, célèbre ce voir par lequel résonnent en pleine lumière les accords de la chair du monde, les tonalités de la présence.